La nuit d'un rêve. Vous vous connaissez depuis combien de temps avec Stan? En fait, c'est vraiment une formation qui existe depuis pas mal de temps. Alors avec Stan, c'est une longue histoire. Ouais. On se connaît depuis plus de 20 ans. On a des photos de lui et moi qui datent de 95, donc on avait 4 ans à l'époque, donc c'est une très très longue histoire. Et le groupe tel qu'il est maintenant, enfin le Horla en fait, à ses origines un petit peu, j'irais vers 2013, puisque c'est là qu'on a enregistré nos 2 premiers morceaux donc, qui sont sur l'album, qui sont Hypnose et Laws of Attraction. C'est les 2 premiers morceaux qu'on a enregistrés. On les a enregistrés à Versailles dans un studio qui maintenant n'existe plus, mais qui était rue Mazières, dans le quartier Saint-Louis, Vibe Studio. L'année suivante, en 2014, on en a fait 2 autres, qui sont Idol et Miraggio. Et on a commencé à s'appeler véritablement le Horla en 2015, là on a fait notre premier concert et l'album tel qu'il est maintenant a été enregistré en 2016 au studio Caverne à Paris. Donc il a fallu pas mal de temps pour lancer le projet, mais disons que le Horla, le groupe en tant que le Horla a vraiment commencé en 2015, puisque c'est là qu'on a fait nos premiers concerts, on en a fait en 2016. L'album est sorti en 2017 et ensuite on a recruté à la fin de l'année Laura au clavier et Loïc à la basse. Le premier concert avec cette formation-là, ça a été le premier concert, la première phase des Vendredis du Rock ici à Versailles le 15 décembre. Et ensuite on a fait des dates à Paris, on a fait des dates aussi en banlieue, à la C5 par exemple, dans ce genre d'endroit. Donc c'est encore assez jeune, mais on a une très bonne chimie dans le groupe. On répète de manière assez intensive et Laura et Loïc ont apporté des excellentes idées d'arrangement sur les morceaux qui ont pas mal changé par rapport aux versions de l'album. En fait, on aime bien réinventer un peu les morceaux pour que le live apporte quelque chose de plus par rapport au CD. Et là, on va continuer de développer ça de plus en plus dans les prochaines dates qu'on a. Tout l'enjeu, c'est de trouver sa signature. C'est vrai que notre premier album, c'est un peu un patchwork de plein d'influences différentes. On a eu envie de rendre hommage à pas mal d'artistes qu'on aimait bien. L'enjeu de la suite, ça va être d'affirmer notre style, trouver un son dans lequel on se reconnaît et poser quelque chose qui soit, poser tout un univers qui soit cohérent. Alors tu es dans le monde du marketing, de la com. Est-ce que, comment tu vas travailler cette image? C'est vrai que le côté marketing com nous rend particulièrement sensibles à ça. Moi j'ai toujours apprécié les groupes qui avaient un univers très travaillé, c'est-à-dire non seulement musical bien sûr parce que c'est le plus important, mais aussi un univers visuel et des codes qui sont très développés. Je prends l'exemple d'une grande écurie, mais il y a un groupe comme Muse par exemple, c'est non seulement une musique qui est très porteuse et qui fédère beaucoup, mais c'est aussi tout un univers graphique, tout un imaginaire qui se déploie sur scène et qui ont pas mal de petites références, de gimmicks qui reviennent. Et il y a pas mal de groupes à des échelles peut-être moins importantes que Muse, mais qui mettent aussi en place ça. Moi je suis assez sensible à ça, j'aime bien quand un groupe a un univers dans lequel on peut se reconnaître, et soit graphiquement ou pas. Nous, notre univers pour cet album-là, c'est celui de la Songe Machine, qui vient de la Dream Machine en réalité. C'est une invention qui a été créée en 1959 ou 60 par deux poètes essayistes qui sont vraiment des héritiers de la génération de la Beat Generation et tout ça, qui sont Brian Gysin et Ian Somerville, et ça se présente sous la forme d'un cylindre percé de différents trous qu'on met sur un support qui tourne, donc une platine vinyle par exemple, et on suspend une ampoule à l'intérieur, ce qui fait que ça fait comme un peu une veilleuse, ça projette des ombres, et ces deux inventeurs ont remarqué que lorsqu'on la regardait les yeux fermés, le faisceau lumineux frappe l'œil à une fréquence constante, et ça crée des visions. On voit en fait des schémas de couleurs qui tournent, un peu comme un kaléidoscope. Et chez certaines personnes, ça peut entraîner même des sortes de rêves éveillés comme ça, d'où le mot Dream Machine. C'était comme ça qu'ils l'avaient trouvé, et c'était vraiment pour eux, à l'époque, c'était quelque chose de révolutionnaire. Et l'un de ces inventeurs se disait que dans le futur, on n'aurait plus besoin de télévision et tout le monde aurait sa Dream Machine chez lui pour se retrouver dans sa tête. Nous, c'est un concept qu'on a trouvé vraiment très intéressant, et c'est pour ça qu'on en a fait le sujet de notre album, et qu'on utilise sur scène une réplique de Dream Machine. C'est le vrai patron de la Dream Machine
qu'on met sur une platine et qui tourne, en hommage à cette idée du voyage interne qui nous est chère. Et c'est la pochette. C'est la pochette, ouais, exactement. Sur la pochette, on voit la Dream Machine. En fait, moi j'étais venu avec une base de morceaux qui était dans un tiroir. Et après, avec Batcho, on a fait tout un taf de réécriture. On a réadapté même des morceaux qui étaient en anglais à la base, qu'on a remis en français. Et puis on a écrit aussi en italien. On a écrit Miraggio, qui était une espèce de pièce électro, quoi. Ça ne veut plus dire grand chose électro aujourd'hui, mais assez imaginaire, comme ça en italien. Et on a utilisé aussi une cantatrice classique sur la merditude des songes et sur les esprits. Et je pense que en fait quand on commence, nous c'était notre premier album, on avait sorti 2-3 singles avant je crois. Ouais, c'était les 4 premiers morceaux. Qu'on avait enregistré là à 500 mètres quoi, dans le quartier Saint-Louis. Et quand on a sorti l'album, je pense qu'il y avait une espèce de folie des grandeurs où on se dit ouais ça on va faire venir une cantatrice machin, et en fait ça a été un mélange heureux quoi. Et on est très fiers du résultat. Tes influences, un petit peu, c'est... Alors les miennes, moi je venais plutôt de la pop en fait. Je sais que j'ai grandi avec... Mon père mettait toujours des cassettes de Brassens dans la bagnole. Enfin la pop, je sais pas si Brassens c'est un mec de la pop, mais de la chanson française peut-être. Et puis en fait des artistes français, on est tous les deux des fans du groupe R. Et d'autres artistes de la French touch entre guillemets. Moi j'aime bien Sébastien Tellier, Bat adore Fuzzati. Et un peu cette nouvelle scène émergente très, très talentueuse. Et puis bien sûr l'Angleterre, ils ont fait de la musique grâce à ces mecs. Donc qu'est-ce qu'ils nous en groupe anglais, je sais pas. Pour les influences, c'est vrai qu'on aime plein de choses. Donc, au départ, le groupe avait plutôt des influences alternatives, avec des influences plutôt de Depeche Mode News. Et plus on a bossé sur les morceaux, plus on a rajouté des choses. On est allé vers le progressif parce que personnellement, je suis un énorme fan de rock progressif. J'ai été élevé à Genesis, Pink Floyd, Yes et tout ça, et puis les productions un peu plus modernes. Et puis Stan de son côté avait d'autres influences et c'est venu enrichir le propos. Et notamment toute la scène French Touch, ou en tout cas French Rock type R, Sébastien Tellier, et ce genre de groupes nous ont vraiment influencé. Et là, il y a une tournée là, vous faites des concerts Oui, alors là on est en train de préparer une mini tournée des Yvelines. Donc on aura bien sûr la fête de la musique à Versailles ici le 21 juin, et le 23 juin on sera à Croissy, qui est la ville où on répète.